en direct de chez Iris Épicerie, 6 avenue de la Révolution française. Non, Libération, c'était l'épicerie de mon père à Argelès. Donc, ça y est, il commence déjà par parler de lui dans une vinoscopie. Non, mais c'est quand même le plus important. Bon, et donc, avec... Alors, il y a une théorie qui dit qu'on est 27, puis on a un autre qui dit que c'est 26. Jean, ta théorie... Est-ce qu'on peut commencer? Ouais, peut-être. Allez, vas-y, présente. Va. On est avec qui? Alors, c'est Vinoscopie, je pensais que tu allais le dire. Donc, Vinoscopie, le 27e, sur le modèle de Radioscopie de Jacques Chancel. Mais le pauvre, on n'avait que les moyens du son, alors que nous avons l'image. Et le direct. Le direct, le différé, les réseaux sociaux. Voilà. Vinoscopie, scopos, scopa, je sais pas quoi, en grec, ça veut dire voir le vin, mais plutôt voir le producteur. Donc, nous avons vu 25 producteurs. Le dernier Vinoscopie que nous avons fait, c'était le 19 décembre avec Léa Anglès, installée à Collioure. Aujourd'hui, nous sommes avec Raphaël Rousse, un vieux complice. Enfin, complice, non, c'était pas de la complicité, mais enfin, c'était pas non plus de la... Ça me dirait deux mots. Voilà. Donc, Raphaël Rousse, c'est un garçon que je connais, il va expliquer pourquoi. Qui a un certain âge, ça, grâce à Radioscopie, à Vinoscopie, vous le voyez, mais qui est quand même tout plein de fraîcheur et d'énergie, et qui est arrivé ici, donc il y a quelques années, il m'a dit j'aimerais faire du vin, etc. Je lui ai dit c'est formidable. Je doutais un peu d'ailleurs, parce que j'avais jamais vu quelqu'un de cet âge-là décréter qu'il allait faire du vin tout d'un coup comme ça. Et il l'a fait le bougre, Alors Raphaël Rousse, je vais te demander qui tu es d'abord, ensuite qu'est-ce qu'a été ta vie rapidement, et pourquoi tu t'es mis à faire du vin. Voilà. Ok. Raphaël Rousse, R-O-U-S, bientôt 37 ans, divorcé, père d'un petit garçon qui aura 24 ans la semaine prochaine. Faut pas que j'oublie. Il a grandi trop vite. Né à Perpignan, à la clinique des Platanes. Je le précise, je le souligne parce que la génération, j'allais dire la génération 70 et après alors, souvent les Perpignanais majoritairement roussillonnais. On en parlait 5 minutes avant que tu arrives à en parler pendant 5 minutes. Voilà. J'ai grandi, alors papa catalan et maman ch'timi. Et j'aime à le mentionner parce que j'ai beaucoup de famille dans le Nord et j'ai beaucoup de sympathie pour les gens du Nord qui sont des gens particuliers. Tu m'en as jamais parlé. Non, cette double culture. C'est les restaurant, nous y sommes. Ok, on continue. Donc Canoës, voilà, si petit que ça. enfance au village de Canoës, qui était beaucoup plus petit peut-être à l'époque. Allez, je te parle des années 80. Donc là, je grandis dans ce village proche de mes grands-parents, qui me parlaient exclusivement qu'en catalan. Roger et Albertine. Roger qui m'amenait souvent à la vigne avec lui pour la taille en particulier. Et puis Roger Rousse et Albertine, voilà, que je chérissais, ma grand-mère qui prenait la fraîche à la fresque le soir avec ses copines et je m'arrêtais à Mobilette. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Pouquette. Albertine Pouquette. Elle était thaïlandaise alors. Et il l'a fait. Peu importe. Elle allait à la plage. Voilà, donc voilà, cette proximité avec la catalanité, je la tiens de mes grands-parents. Je demande à mon papa de continuer à me parler en catalan aussi pour en roussillonné, en roussillonné, en catalan roussillonné. Voilà, et puis lycée à Perpignan, lycée Bon Secours, où entre autres enseignants, j'ai eu comme professeur notre commensal Jean Héritier, prof d'éco. T'as eu José Bonhomme, ça n'a rien à voir? Et non, j'ai pas eu José Bonhomme. J'ai eu quelques profs, mais ce qui est remarquable, au sens premier du terme, c'est que je me souviens bien des cours de Jean. Alors même que je ne suis pas scientifique, je suis parti après sur du littéraire et linguistique, mais parce que pour moi l'éco c'était une matière scientifique, on confirmera ou confirmera. Toujours est-il que je me souviens bien de Jean, parce qu'une personnalité, parce que
parce qu'une faconde, parce que, on va dire une truculence, mais voilà, je trouvais que tu avais un relief, je ne sais pas si un contraire est clair ou l'autre, si les autres profs, c'était en seconde, hein, étaient falots, mais les gens avaient du relief. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, j'ai visionné quelques vinoscopies et souvent l'intervieweur ou l'animateur aime découvrir un scoop apporté par ses invités. Ah, moi, j'ai une ou deux anecdotes scoop au sujet de Ouais, Jean. donc, Je sais pas si non. on y va direct ou à la fin et puis on que ce coupera. soit dissible. Non, c'est carrément dissible. Vas-y maintenant. Non, c'est carrément anecdotique même. C'est pas un scoop. Non, je me souviens que tu avais organisé une journée d'intégration de la classe. Alors, je sais pas si c'était mon prof principal. Je suis pas sûr. Seconde, il y avait Saoné peut-être qui était mon prof principal, qui est vigneron. C'est pour ça que je le mentionne dorénavant. Tu avais organisé, c'était toi, pourtant donc pas principal, je pense pas, organisé une sortie de classe et déjà à l'époque dans un mas. Alors on est peut-être vers Canet ou à la sortie. Et Moi, le souvenir que j'ai de toi, c'est ça. Viticole, hein, donc c'était quand même un peu exceptionnel. Il devait y avoir d'autres profs aussi. Mais je me souviens voilà, de cette journée où escapade dans les vignes. Ça c'était quand même original. Oui, parce que c'était pas courant en ce temps, pas du tout, personne. Non, parce qu'on aurait pu se dire, comme on est des vieux jeunes, ou des jeunes vieux, je ne sais plus dans quel sens on va le prendre, nous c'était normal, et nos parents nous amenaient à d'autres percherons à l'école. Limite, ouais. Et l'autre anecdote, c'est, tu t'en souviendras sans doute pas, c'est l'époque, allez, on est en 86 peut-être, 87, et t'as un peu la mode des mods, des skins, des mods surtout, voilà, vestimentaires, le bombers, tu vois, le jean rolled up, les Doc Martens. Et je me souviens, un camarade de classe arboré, flanqué là, au bras, un écusson bleu, blanc, rouge. Ah oui. Et tu l'avais pas accepté du tout. Enfin, tu l'avais. Mais pas parce que c'était bleu, blanc, rouge, hein, il faut le dire quand même. Mais parce que en fait, tu t'interrogeais si le fait de. Non, c'était un pin du Front National. Je sais que c'était un pin du Front National. Je le citerai pas. C'est quelqu'un qui habite pas loin, à quelques 100 mètres d'ici. Donc, dans mon souvenir, c'était carrément un pin du Front National. Voilà. Et donc, ça me dit, waouh, quand même, parce que à l'heure où. Voilà, où on est un petit peu non pas dans la normalité s'agissant de ces courants politiques, mais voilà, je trouvais que ça avait reflété une certaine personnalité. Enfin, on veut des scoops sur le vigneron, pas sur le vigneron. Allez, je continue. Donc, lycée Canoës, lycée Bonsecours. Après le lycée, parce qu'il fallait faire quelque chose, fac de droit à Perpignan, où là j'ai parfait ma maîtrise du jeu de tarot pendant 2 ans au détriment du droit constitutionnel et autres droits privés. Voilà, ça a servi à peu près à rien, même si toutes les expériences sont bonnes. Et à partir de là, mes parents s'inquiètent quand même de me voir rien faire en fac. Et m'aiguillonnent, c'est un euphémisme, pour passer les concours administratifs. Tous deux étaient fonctionnaires. M'aiguillonne pour passer le concours administratif et je présente le concours des douanes françaises, et je rentre donc dans l'administration des douanes au grade le moins élevé, c'est-à-dire pour pas dire le plus inférieur, et j'y reste 32 ans. Voilà. Ah, quand même. Ouais, quand même. Et alors tu vas nous dire quelle a été ta pérégrination. On va le faire très rapidement. Non, mais tu peux citer les villes ou les... Ouais, on peut, mais toujours est-il que je rentre par la petite porte et je quitte cette administration en 2022 de mon propre chef, hein, c'est ma décision, au grade de directeur des services douaniers. Moi, c'est une administration. Mais à quel endroit? Alors j'étais en Martinique, enfin région Antilles-Guyane, voilà, quand j'ai quitté cette administration. Et c'est une administration dans laquelle je me suis vraiment épanoui, où j'ai rencontré des gens exceptionnels. Tu as dû t'arranger avec le rhum là-bas. Après, écoutez, il est très très bon, il est très très vieux. Et puis j'ai eu la chance d'intégrer dans cette administration, elle a ceci de particulier qu'elle intègre en son sein une direction du renseignement. C'est peut-être c'est la seule. Direction du renseignement, centrale du renseignement. En France, il y a 6 centrales de renseignement, il y a une communauté, et à côté de ces grandes sœurs, des GSI, des GSE par exemple, pour ne pas les citer, c'est donc la seule administration qui intègre en son sein une centrale du renseignement. Donc j'ai eu la chance de travailler dans cette centrale pendant une vingtaine d'années.
Et ce qui m'a mené un peu aux quatre coins du monde, de vivre à l'étranger, notamment en Amérique du Sud, à ce titre. Par rapport à la drogue. Oui, c'était en Colombie, ouais, pendant 6-7 ans. Et puis après, c'était un métier qui est vachement prenant. Tu es en réunion tout le temps avec les services partenaires, avec les magistrats, tu es à l'international, voilà, ça sonne tout le temps, le jour comme de nuit, 7 jours sur 7. Et je vais pas dire que j'étais arrivé à la fin de l'exercice, mais à un moment, il faut laisser la place aux plus jeunes. Vous, mais t'es parti jeune quand même. Je suis parti à 52, 51, 52 ans. Donc là, tu vas vers tes 55. Je vais vers mes 54. Ouais. Et, c'est ça, tu vas vers tes 55, c'est ça. Oui, Non, je m'éloigne des 53. Et peut-être qu'à partir de là, commence à naître en moi l'idée de devenir vigneron. C'est peut-être ça le plus intéressant. Oui, alors attends. Oui. Là, tu as dit que ton grand-père, je coupe pour que ce ne soit pas des récits trop longs et que ce soit vivant. Raison. Donc, tu as dit que ton grand-père t'a mené à la taille, donc est-ce qu'il avait des vignes? Alors, et est-ce que tu as des vignes de ton grand-père? Ouais, alors Roger avait des vignes, était viticulteur, il n'était pas vigneron, il était viticulteur. D'accord. Et moi j'ai récupéré... On peut rappeler la différence entre viticulteur et vigneron, parce que tout le monde de la vinoscopie ne sait pas. Eh bien, alors, vas-y. Un viticulteur, comme son nom l'indique, il cultive la vigne, et le vigneron cultive aussi la vigne, mais il vinifie. Le viticulteur apporte ses raisins auprès d'un vinificateur, auprès d'une coopérative. D'un négoce ou autre. Un négoce. Un vigneron cultive sa vigne et vendange et vinifie ses Très bien, raisins. il fait du vin en fait. Ouais, il fait du vin. Et vend. Ça, quand il peut. Quand il peut. Donc oui, Roger Rousse était viticulteur et m'a mené souvent avec lui à la vigne. Enfin, moi j'aimais bien l'accompagner. C'était la coopérative de Canoës? Canoës, ouais, qui n'existe plus maintenant. Enfin, c'est l'Or de Nil, c'est intégré. Alors pour l'anecdote, Roger Rousse, on y reviendra tout à l'heure, mon domaine s'appelle les Arels avec 2 R, et la répétition des 2 R, elle est due à Roger Rousse, RR, qui avait prénommé son fils René, mon papa, avec cette initiale-là, pour ne pas avoir à modifier sur les comportes, alors en mots à l'époque plus plastique, très joli. Pour ne ça, pas avoir à modifier les initiales. Et mon père a gardé un peu cette dynamique. Oui, alors attention, de toute façon, en catalan, Arels, ça prend 2 R. Oui, ça prend 2 R. Mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce nom, parce qu'il y avait les 2 R. Donc d'ailleurs, sur mon site internet, j'ai pris en photo les comportes en bois, RR. Et voilà. Et moi, j'ai pas perpétué la tradition, puisque mon fiston se prénomme Jules. Soit c'est une autre Et qu'est-ce qu'il fait? On peut le dire quand même. On peut le dire, il fait des études de marine marchande à Anvers, à l'école d'Anvers. C'est une étude qui dure 5 ans, il est dans sa 4e année. Voilà. Et il sera capitaine un peu comme dans Tintin. Parce qu'il a choisi, il y a deux filières dans la marine marchande, tu as passerelle et méca, et lui a choisi d'être chef méca, ouais. Donc c'est un diplôme d'ingénieur, ça dure 5 ans. Il sera tout noir, là, exactement, plein de cambouis. Et c'est ce qu'il voulait, et le fiston il pressentait que ça allait être plus sympa, l'ambiance, la solidarité, le corps. J'ai le fils d'une amie qui y est, en fait quand ils sont sur le bateau, ils sont tous ensemble. Hein. Oui, mais bon, tu as quand même un petit peu les soudards, les mécanos d'un côté, dans l'odeur du gasoil et dans la transpiration. Et voilà. Anvers, c'est une ville assez extraordinaire d'ailleurs. Très sympathique. Tu y vas de temps en temps? J'y vais assez régulièrement. Puis il y a un vol sympa, pratique à Perpignan, le Ryanair qui va sur Charleroi. Après, il y a 1 heure de route. Et après, t'es vite arrivé sur Anvers. Voilà pour le clin d'œil, du grand-père Roger, viticulteur. D'accord. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu dises je vais devenir viticulteur? Je comprends éventuellement qu'à 51 ans tu dises bon ça va, je passe aux jeunes, j'ai fait le tour de la question, ou en tout cas j'ai fait un grand tour dans la question, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu dises j'ai envie d'être
vigneron, soyons précis, tu as envie de... Ouais. Parce que j'ai presque envie de dire, c'est peut-être pas le moment. Mais bon, Ouais, ta retraite de douanier quand même. Ah non, on ne te l'est pas, non. Ah non. Tu la toucherais tu l'auras peut-être quand à 64 ans ou 65 Ah bon, ans. je croyais que ça partait à la retraite à 55 ans, les douaniers. Non. Ah ben, mais ouais. Jean-Baptiste de Bellès, il est parti à 55 ans. Oui, mais parce qu'il n'avait pas le grade que j'avais, peut-être. Ah. Quoi. Et voilà, c'est une histoire après de carrière directoriale, blablabla. D'accord. Ah oui, donc tu as pris des risques, oui. On fait douanier Scoopy ce soir. Ouais, on va arrêter. Donc moi, On s'intéresse à un personnage. je me dis qu'en fait, les années que j'avais encore à exercer dans l'administration, elles allaient être moins sexy, moins rock'n'roll que les 20 années passées dans le renseignement. Qu'est-ce qu'on peut proposer on proposait une carrière directoriale à ce niveau-là, qui est un petit peu le Graal des cadres sup dans cette administration. Et moi, j'avais pas d'appétence et peut-être pas les compétences pour exercer ces fonctions. J'avais pas la... Ouais, voilà, exactement. Et j'avais pas... Ouais, et j'aimais bien proche du terrain, proche des dossiers, soit. Et puis des collaborateurs. Et voilà, et donc je me dis, tiens, est-ce que je peux faire autre chose, hein, et puis j'avais aussi, ça c'est peut-être un petit peu le fond, le moteur, j'avais aussi la conviction, je l'ai toujours, que 2 vies professionnelles en une seraient plus riches. Voilà, successive. Successive, hein, ouais. Mais je me suis dit, tiens, quand tu te retourneras plus tard, si on me prête vie, je serai riche d'avoir connu 2 environnements passionnants, complètement distincts. Écoute Raphaël, tu vas paraître grandi par ce que je vais dire, parce que je vais me rapetisser par une plaisanterie lourde. La crainte. En fait, c'est une super technique, quoi. T'es douanier, tu connais toutes les ficelles de la tricherie, tu t'installes le vigneron. Mais c'est génial. C'est génial, il y a même une égalité. Par rapport aux autres vignerons, c'est pas juste. Ouais, il y a une distorsion de concurrence. Voilà, il y a une distorsion de concurrence. Belle carrière de contrebandier. Sauf que là, j'étais plutôt dans des produits illicites, alors que le vin, jusqu'à preuve du contraire, c'est. Oui, tu as raison, c'est les fraudes, c'est pas la douane qui s'occupe de ces choses intérieures. Tout à fait. Enfin, vous vous occupez de choses intérieures aussi, quand même. Qu'est-ce que tu entends par des choses intérieures? Les douaniers ne s'occupent pas que des transactions illégales ou illicites au-delà des frontières. Du commerce international, de la Mais à l'intérieur. De la surveillance des normes. Par rapport aux fraudes, en fait, ça c'est quelque chose que j'aimerais mieux savoir. Ouais. Et avec la personne que j'ai à côté Nicolas, de moi. on va faire une douanioscopie. non, mais sérieusement. Et puis, en toile de fond, il y a le vin. Hein, donc, quelle différence y a-t-il entre l'intervention de la douane et l'intervention du service des fraudes sur des déclarations? Moi, je me souviens d'une époque où il y avait la régie. Ouais. Mais aujourd'hui, dis-nous, toi. Parce que, en fait, le service de la répression des fraudes dépend du ministère de l'économie et des finances, mais c'est une direction à part de la direction générale des douanes. D'accord. La direction générale des douanes, c'est les contributions indirectes, mais qui exerce également un contrôle, une perception des droits indirects et aussi un contrôle de l'assiette. Bon, au départ, c'est sur du prélèvement, quoi. Oui, c'est la perception. C'est la perception, c'est même. Mais il y a aussi quand même une. Mais il y a une partie fiscale, si tu veux, une partie accompagnement des opérateurs aussi. Il ne faut pas l'oublier sur le commerce extérieur, etc. C'est important à souligner. Mais il y a un côté de perception de droits, mais qui sont pignottes, on le sait, hein, les droits et les taxes indirectes sur un. Mais il y a aussi 3 euros l'hectolitre. Il y a aussi un contrôle. Est-ce que tout ce qui était régi est passé aux fraudes ou est-ce que les douanes en ont récupéré? Les douanes ont récupéré en 1993. Tout ce qui est déclaration. Tout ce qui est contribution indirecte qui appartenait à la Direction générale des impôts en 1993, à l'ouverture des frontières. On s'est demandé ce qu'allaient faire les douaniers et on leur a refourgué. Parce qu'en fait, par exemple, il n'y avait plus tout ce qui est paperasse à transmettre à la frontière, etc. Exactement. Tout est devenu déclaratif, donc il y avait du boulot pour les douaniers. On s'est dit, tiens, on va leur coller les contributions indirectes. Et c'est pas complètement dénué de sens. Mais c'est vrai que c'était une approche. Au fur et à mesure et tous les mois, il fait ses déclarations aux douanes. Voilà. Sa DRM, et tous les ans, les déclarations, ça se passe aux douanes. Et bien sûr, ce travail de conserve avec les fraudes, avec l'INAO, etc. Parce que tout est lié sur la traçabilité du produit, etc. Et alors, comment, ça sera ma dernière intervention, mais comment a évolué suivant les traités, après Maastricht, après... Non, question rejetée, monsieur l'avocat. On est en vinoscopie. Moi j'avais conscience que
j'avais envie d'avoir une autre expérience professionnelle. Ça, on va basculer dans le vin. On l'a compris. D'ailleurs, moi, il faut que j'y bascule assez vite parce que j'ai pas encore le blanc. On bascule dans le vin. Et là, moi, je suis à Nantes. Tu m'as demandé où est-ce que j'avais bossé, par exemple. Je suis resté quelques années sur Nantes. Et là, à Nantes, tu vois, on est au fin des années 2000 et je suis dans un club cigare et des copains à Nantes et des copains me font découvrir, commencent à fleurir des bars de vin nature sur très bien, Nantes. tu es à Nantes, c'est là que... Et on visite le week-end, on part du côté d'Angers, à la coulée de Serran, on va sur Bonnezo, dans le Léon, etc. Et voilà, et là, je dis, waouh, quand même, moi j'étais habitué à consommer des vins conventionnels. Et là, alors, il y avait quand même des trucs un peu barrés, là, encore une fois, fin des années 2000. Mais voilà, j'ai mes papilles, elles prennent une claque. Et parallèlement, moi j'avais pris l'habitude, en vivant à l'étranger, ou en recevant des gens, ou en allant, en étant invité, à apporter des vins du Roussillon, des vins de chez moi. Donc je passais souvent chez Caviste. On ne va pas te demander lesquels, parce qu'il ne faut pas maintenant. J'avais pas prévu de le dire. Et souvent des blancs d'ailleurs, tu vois, des blancs du Roussillon, de la côte Vermeille. Et tu vois, et à force d'en déguster, ça mêlé à un éveil de mes papilles pour le vin nature, je suis allé vers ces vins-là. Et en allant vers ces vins-là, je commence à m'intéresser, à découvrir les vignerons, surtout du département. Wine calling aussi, une révélation. Marc Castan, je t'en parlerai peut-être après, Domaine Mamaruta à La Palme, chez qui j'ai fait mon stage où j'ai appris à faire du vin entre guillemets. Je vois une vidéo sur YouTube de Marc. Et il le sait, hein, on est potes, il dit c'est mon idole, je dis moi je veux être lui. En fait, voilà, c'est ça que je veux faire parce que je vois qu'il y a des gens, tu sens de la sincérité, tu vois des gens qui sont bosseurs, qui sont investis et qui à la fois, il y a cette dimension conviviale parce que le produit l'est et ça me plaît. Et voilà. puis par rapport à cette mouvance, toi tu es du territoire, lui aussi. C'est un fils d'un vigneron, de l'Aude. Il y a tout un enracinement profond qui n'est pas toujours le cas de beaucoup de personnes qui sont venues d'ailleurs, parce que les terres n'étaient pas chères ici et que voilà, c'est fun de faire du vin quand on paie l'hectare 5 000 €. Quoi. C'est plus facile. Il y a des bourguignons, je ne cite pas les noms parce que c'est des gens que j'adore, mais il y a un vigneron qui a fait. non, je ne dis pas s'il a fait Vinoscopie ou pas, mais il y a un vigneron, il est bourguignon. Quoi. Mais alors, il a fait. Non, mais il est bourguignon, mais il a, je ne sais pas combien d'hectares, il l'a dit dans la Vinoscopie, mais avec la somme qu'il a consacrée à ces 15 hectares, il aurait eu 2 arts en Bourgogne. Voilà, donc c'est vrai que du coup, on a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, à la Tour ou autre. Je ne dis pas qu'il n'y a que des gens qui viennent d'ailleurs, mais ils sont largement majoritaires. Et Marc, ça ne m'étonne pas que tu sois allé chez Marc, parce que Marc, c'est vraiment quelqu'un, ne serait-ce que l'accent. Voilà. En plus, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, il m'a dit, t'inquiète pas, je continue, etc. Voilà, récemment, je l'ai vu à un salon à Montpellier, là, il était à Biotop. Et moi j'ai une révélation, si tu veux, en goûtant un de ces vins, Gibraltar, pour pas le citer. Ah non, Gibraltar, c'est pas d'hier. Non, mais il y a un Gibraltar, c'est la macération muscat petit grain, c'est la copie, le copier-coller. Qui a commencé? Et je veux pas savoir, je sais pas, un des deux. Ben ils sont sympas, ces gens-là. Ouais, il n'y a pas de problème. On va pas les, et moi j'ai une révélation, je sais pas, j'ai cherché à quel moment, auprès de quel caviste je m'étais procuré ce vin. Et là, je dis, je veux le rencontrer, et c'est là que je vois la vidéo, je dis, je veux être lui. Et voilà, je vais voir Marc, et je lui dis, est-ce que tu me prendrais en stage à la prochaine vendange? J'avais déjà fait mon choix. Mais tu étais en formation? Non, pas du tout. Tu n'étais pas à l'école d'agriculture, parce que pour avoir des prêts, etc., il faut passer à l'école d'agriculture. Non, mais j'ai pas eu droit à tout ça, moi. Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup lu, presse spécialisée, etc. Puis maintenant, en source ouverte, tu trouves plein d'infos, bien sûr. Je suis allé chez Marc pendant un mois, pendant les vendanges, en fait, les vinifs. Voilà, le deal, c'était moi, je travaillais la vigne le matin, et puis dès que les raisins commencent à sortir de la vigne, je les accompagne au chai, et puis ça faisait des belles journées. Mais je me suis éclaté, j'ai appris plein de choses. Je lui avais dit, je viens pour faire de l'espionnage industriel. Moi, je veux repartir avec la recette du Gibraltar, de la macération muscat petit grain. Et puis après, des formations à la Chambre d'agriculture, qui propose des thématiques pas mal sur vinifier sans intrants, biodynamie, la taille douce, les maladies de la vigne, etc. Donc ouais, c'était pas inutile. C'est gros parce qu'en fait, tu prends déjà un monument, c'est faire du vin, et tu y ajoutes
savoir faire du vin dans la mouvance nature, qui est un deuxième volet qui s'ajoute au premier. Ouais, et alors si tu veux, et je m'aperçois maintenant avec ce mini recul que j'ai d'une deuxième vignette, c'est que j'ai quand même un handicap qui est important, c'est que j'ai pas de fondamentaux en termes d'œnologie. Et ça, je vais citer un gars que je pense que tu connais bien, moi j'adore ses rancios, il en fait plus maintenant, David Nivette, donc Catalanas, Galinier. Il faisait pas de rancio sec, il faisait des rancios doux. Ah non, moi j'ai un rancio sec, je crois qu'il me reste une bouteille qui traînait, si. Bon, on va pas ouvrir un débat. Sûr. Et David, il dit, tu le connais par le fort et le pour, il n'y a pas plus con que pour faire du vin. Et il disait ça avec beaucoup d'ironie, bien sûr, et je m'aperçois, tu vois, Tu parles de Nivet Galinier, hein? Oui, bien sûr, David. Et je m'aperçois, si tu veux, que cet handicap est difficile à rattraper. Il sera rattrapable. Il faut faire de la chimie et de la géologie. Ouais, alors c'est pas aussi con que ça que faire du vin. Voilà. Alors bien sûr, la béquille, l'œnologue qui m'accompagne. C'est qui? J'ai pas de problème pour faire de la publicité pour l'ICV. Qui est à Toulouse, qui est près de chez moi, et voilà, qui m'accompagne, et fort heureusement. Bon. Voilà pour l'aspect transition. C'est très intéressant cette historique. En plus, c'est bien que tu nous aies dit que tu as un fils. Comment il s'appelle de prénom? Parce qu'on ne l'a pas dit, je crois. Jules. Ah oui, tu l'as dit, Jules, tu l'as pas dit, pas de R. Bon. Il n'a pas appelé Robert. Ah non, il n'aurait pas aimé, je crois. Alors, d'abord j'ai oublié de faire quelque chose que je fais d'habitude, c'est idiot, ça tombe complètement à plat, mais comme je m'étais promis de le faire, je commence par une citation habituellement. Et en cherchant mes citations, parce que maintenant il faut que je me renouvelle, donc j'en ai cherché une. Et j'ai trouvé qu'à l'entrée du port de Bordeaux, il y avait une inscription, pendant des siècles. Donc les gens qui passaient en bateau, ils n'avaient pas de moteur, ils passaient pas vite. Ils avaient le temps de la voir. Si le vin de toi n'est aimé, visiteur, retourne en arrière. Le port de Bordeaux t'est fermé. Voilà. On aurait pu remplacer Bordeaux par Collioure. Ça marchait. Alors, Perpignan, ça fait très longtemps que ça n'a pas été un port. C'est daté ou pas la citation? Elle est datée? Non. Mais c'est de la fin du Moyen-Âge, ça. Hein. C'est pas un truc du 18e. Alors, donc maintenant, on va parler de ton domaine. Hein. C'est logique. Tu nous as parlé de ton parcours, tu nous as expliqué d'où tu venais. Alors c'est intéressant, tu vois, je te connais pas beaucoup, hein, malgré tout. Même si on se voit dans les réunions du conseil d'administration des Ratios Secs, où tu nous as fait l'honneur de venir nous rejoindre, on ne se connaît pas beaucoup, et donc je ne savais pas que tu étais un peu ch'ti. Parce qu'il faut dire que dans ton accent, ça traîne pas beaucoup. 50-50. Hein. Oui, mais pas dans ton accent. Ah non, j'ai grandi à Canous, Canoës. Alors, Canous, parce qu'on dit Canous en roussillonnais, on ne dit pas Canoës. Donc maintenant, tu as créé un domaine. Où sont tes vignes? Est-ce qu'elles sont en propriété ou en fermage? Où tu fais le vin? Explique-nous tout ça. Et bien entendu, on finira avec les cuvées, puisque nous les avons là sous les yeux. Très bien. Donc, domaine Les Arels. Peut-être si tu me poses la question, je te dirai pourquoi ce nom. Les vignes, elles sont... Alors, j'avais un petit étrier, dans lequel j'ai pu glisser mon pied au départ. Enfin, je pensais que ça pouvait m'aider. C'était un hectare et demi de vieux grenache blanc gris autour de chez mes parents, que mon père a toujours entretenu. Je pensais en tirer quelque chose. Et en fait, les vignes elles sont moribondes, elles ont été bien sûr impactées par la sécheresse. Donc j'ai acheté très vite des vignes en 2022, 3 hectares de vieux grenache sur Pontéa, grenache gris, grenache blanc de 1948 et 52. C'est le Diwan que l'on est en train de goûter en ce moment. Le blanc, hein? Le blanc. Donc moi je voulais que des vieilles vignes et que du gobelet. Voilà, c'était le Explique en 2 mots le gobelet. J'explique que le gobelet, en fait, c'est une façon de cultiver la vigne en parasol. De la tailler, la tailler de lui donner sa forme. Parte, en mode parasol, comme les doigts d'une main, les bras de cette vigne, et non pas en treille, sur fil. Pourquoi? Ça présente plus d'inconvénients que davantage en termes de culture, hein, puisque les vignes sur fil peuvent être facilement mécanisables, on peut les prétailler mécaniquement, on peut les vendanger mécaniquement, etc. Ce qui n'est pas le cas du gobelet. Le gobelet a ceci d'intéressant, c'est que d'abord
quand on cherche des vieilles vignes, elles sont souvent engobelées, donc on n'a pas trop le choix. Et ça, c'est le premier point. Et puis ce feuillage, cette arborescence en parapluie, eh bien, elle protège les raisins, elle les protège plus. Du soleil, elle fait un ombrage, et quand on arrive à bien tailler et favoriser la circulation de l'air au sein de cette frondaison, c'est plutôt pas mal pour la fraîcheur des raisins. Donc c'était parti de cette approche-là. Donc Ponteilla, 3 hectares, et puis je voulais impérativement un terroir, puisque là c'est de l'argilo sablonneux, je voulais impérativement du schiste, et puis j'avais une petite vigne, ça c'est mon jardin secret, sur l'anse de Polie. Une douzaine d'arts, dont le dernier cep de vigne est à 10 mètres de la plage du Fourat. Je ne sais pas si tu vois la petite plage du Fourat. Tu l'avais par quel biais? Et je l'avais parce que mon père avait eu la bonne idée de l'acquérir dans les années 80. Et cette vigne a périclité, et donc je l'ai replantée il y a un an jour pour jour. En quoi? En grenache noir. Très bien. Parce que je veux du grenache noir, et j'ai pratiquement que des cépages blancs. Ce qui me va très bien, et c'est ce que je voulais, c'est ma préférence. Mais là, je voulais du grenache noir sur schiste. Donc j'ai cette vigne que j'ai replantée. Il va falloir attendre 4 ans en plus. Et concomitamment, j'ai acheté une vigne, vieille vigne, 1946, sur Canjouanette, c'est Mas-Guillaume, au-dessus de Banyuls. Oui. Au-dessus du Mas-Guillaume, voilà, sur cette et là, vallée. la superficie, c'est quoi? Alors là, c'est 50 arts, ça produit, c'est le Chadik qu'on goûtera tout à l'heure, ça produit, c'est la deuxième année que de la vendange, 700 kg de raisin à peu près, donc ça fera tous les ans à peu près. Ça fera un peu plus, non, à terme? Ouais, si je la nourris un petit peu, mais c'est difficile, hein, c'est difficile, il commence à y avoir beaucoup de manquants. C'est compliqué, La flotte. et la flotte bien sûr. Donc voilà pour le parcellaire. Ça c'est le début. La cuvée a un nom, ou elle s'appellera Chadik, ou alors elle s'appelle Chadik. Mais est-ce que c'est le nom de la parcelle? Non, la parcelle, elle s'appelle Canjouanette. Chez Petit Jean. Alors redis-le, parce qu'il est en train de mourir. Chez Petit Jean, Canjouanette. Je vais lui expliquer ce que c'est qu'un Chadik. Oui, ça aussi. Oui, pas à moi, mais bon, non, c'est bien. aux auditeurs. Il est picard, alors le Chadik, en fait, en catalan, une pioche, ça s'appelle une chade. Et le Chadik, en fait, c'est cette petite pioche en forme de demi-lune qui est utilisée sur la côte Vermeille, sur le terroir de Collioure et de Banyuls, pour cultiver sur le schiste ces vignes en escalier qui sont par définition pas mécanisables. Voilà pourquoi le Chadik, qui s'écrit avec un X, et en catalan, le X se prononce che. Et oui, et la chade, c'est pas la plus loin chade, c'est L apostrophe A-I-X-A-D-A, la chade. Qui n'est pas la femelle du chat, mais ça n'a rien à voir. Bravo. J'espère que c'est pas ça qui restera pour la postérité de toi. Hein. On verra. Avec un peu de chance. Voilà pour les vignes. Donc, tu te retrouves avec un éventail, mais qui est work in progress quand même, hein, parce que tu es en train de construire un petit peu un domaine. Ouais, et puis alors, ce qui me semble important à souligner, parce qu'il faut qu'on parle aussi de la viticulture dans ce département, c'est qu'en fait, moi, il ne se passe pas une semaine sans qu'un viticulteur s'approche de moi pour demander si je veux reprendre sa vigne en commoda, hein, sur un bail. Ah ouais. Fermage gratuit, c'est beaucoup plus souple, en commoda. Et ouais, le commoda c'est simple, tu peux le breaker assez facilement, les deux parties, c'est facile. Le breaker, c'est du roussillonné? C'est du roussillonné, mais vraiment, ouais. Il n'avait pas prévu de les boire maintenant, là. Hein. Tout à l'heure, il a dit celui qu'on boira tout à l'heure. Mais bon. Non, vous le buvez quand vous voulez. Pas dénoncer Alain, mais c'est Alain. Je la macération après, ça sera un peu différent, mais il n'y a pas de problème, on fait comme on veut. Il est là, hein. Moi, je vais attendre. Comme on veut. Là, tu m'as fait perdre le c'est pas moi, hein. Non, c'est pas moi. C'est que je surveille la table. Sur le parcelle. Ouais, donc il n'y a pas une semaine, ça, qu'un viticulteur plutôt en mode retraite, hein, qui se propose de reprendre ses vignes. Et donc, cherche pas à les vendre, donc. Il n'y a pas trop d'acheteurs. Il attend peut-être que ça soit rattrapé par les projets immobiliers. Il veut pas l'arracher parce que ça coûte cher, puis parce que c'est peut-être qu'il y tient aussi. Ce qui fait que, et puis moi parallèlement, je sais pas dire non. Et donc quand je vois des vieilles vignes comme une qui vient d'être proposée là il y a pas très longtemps sur Nils,
C'était Philippe Gard de la Coume qui l'exploitait auparavant. Que... Nils, on est entre Canoës et Ponteilla, on est vraiment dans la plaine. Parce qu'on est passé de Poli il y a un. Ouais, effectivement. On a le droit. Moi, je suis au contrefort des Aspres, plaine de Roussillon, sud de Perpignan, et puis je voulais un peu de parcellaire sur la côte Vermeille, terroir sur schiste. Donc j'ai augmenté mon parcellaire en prenant des vignes en commoda donc là, tu as combien? Nils. Et donc là, je me suis aperçu presque avec effroi que je suis pratiquement à 9 hectares. Allez, 8 vraiment exploitables. Bon, d'accord, ça on le sait. Tu as 9 hectares et un rendement très bas quand même. Et je suis à 6-7 hectos par hectare. En oui, moyenne, ce qui est très bas. Très bas, quoi. Ça fait alors, 3 petits grammes de raisin. On donne une fourchette pour avoir une idée. Beaucoup. Écoute, la prochaine Vaniscopie, tu le fais, hein, parce que. Non, mais... C'est moi qui pose les questions depuis le début. Excusez-moi, mais aujourd'hui, toutes les 2 secondes, il pose des questions. C'est moi. D'accord. Alors, donc, vas-y, réponds à sa question. Je me souviens plus. La question c'était sur les rendements. Pour avoir un ordre d'idée, mais sous votre contrôle, l'appellation par exemple du Roussillon demande un rendement, je crois, minimum, enfin maximum. Non, il n'y en a pas, oui, maximum. Bon, on est sur 40, 38 ou 40 hectolitres l'hectare. Surtout, ce qu'il faut dire, c'est que si tu vas dans le Beaujolais, en Bourgogne, dans le Jura, en Alsace, etc., les plafonds sont à 50, 60 et les gens arrivent facilement à 45. Chez nous, plus personne n'arrive à 30. Plus personne n'arrive à 30. Mais après 7, c'est rien du tout, quoi. Ouais, ça fait pas beaucoup. Ouais. Ça fait pas beaucoup. C'est pas un reproche, non, bien sûr. C'est qu'on est dans des modèles économiques très difficiles à gérer, quoi. Et corrélé, si tu veux, au fait que toutes mes vignes, je les convertis. Certains étaient bio de fait, mais pas certifiés, et d'autres, non. Ce qui fait que tu as quand même, un effet de. Parce que toi, tu pratiques en bio, tu es en conversion. Je suis en conversion. Certaines sont certifiées depuis la vendange 2024, puisque j'avais commencé en 2022. C'est 3 ans pour certifier une vigne en bio. Et la vigne, elle perd forcément en rendement. Et bien, coûte plus cher, parce que tu dois traiter plus souvent, il y a tout un tas de trucs. Tu comptes pas tes heures, enfin moi je suis un acharné, je suis non, mais il y a un coût dans les traitements. Il y a un coût dans les traitements. Cela dit, c'est des traitements très basiques qui sont peut-être moins chers que les produits chimiques, qui sont mais tu es obligé d'en faire un peu plus souvent. Ouais, enfin, ça se discute parce que tu es aussi en observation permanente et tu n'es peut-être pas forcément dans une chrono systématique. Voilà, quand même. Ça peut-être que je ne suis pas encore assez spécialiste pour pouvoir m'avancer trop là-dessus. Toujours est-il que tu as une baisse de rendement quand tu es en conversion en bio et quand tu corrèles à la sécheresse qu'on a depuis il y a 2 ans, 3 ans, on a rajouté peut-être jusqu'à 5-6 ans où la pluviométrie diminue. Ça fait des rendements qui sont archi faibles. C'est le rendement de la vigne dont tu as parlé, c'est pas le rendement moyen, c'est ma moyenne. Ouais, c'est ma moyenne. Et c'est pour ça que je suis monté à 9, parce que la première année j'étais à 3, 3,5, et j'avais pas beaucoup de jus, et là j'ai pas non plus des prétentions de faire 50 000 bouteilles, mais tu vois, la première année, tout ce que j'ai eu en jus, c'est 3500 bouteilles, et là je vais en avoir 5-6 000. Tu veux dire en 25 ? En 24, en vendange 24. Oui, là tu as déjà en cuve, tu as de quoi faire 5-6 000. Ouais, un peu moins, allez, 4 500, 5 000 bouteilles sur 2 rouges, 2 blancs. À 7 hectos, tu peux difficilement faire autre chose qu'augmenter ton rendement dans les années. Ouais, mais sauf que moi j'ai pas envie, si tu veux, d'augmenter beaucoup plus, et j'ai envie de câliner les vignes que j'ai, voire réduire un peu mon parcellaire, parce que j'ai réussi à les faire repartir au terme de cette conversion, en les nourrissant bien sûr. Je pratique la taille douce, en m'appliquant à suivre les cycles lunaires. Je suis un acharné, moi là tu vois, je taille depuis la mi-décembre et j'en ai encore pour un mois, mais j'avance pas. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a une herbe, j'ai la pioche à la voiture. Chalique. Ah ouais, non mais je suis... Bon, est-ce que ton fils te prend pour un fou? Ou alors est-ce qu'il t'admire et est-ce qu'il t'aide? Je ne sais pas. M'aider, d'abord priorité à ses études. Et donc quand il a un petit moment, il vient me filer un coup de main. Alors, c'est sympa. L'anecdote, c'est la macération qui s'appelle Amix. Amix, ça veut dire ami en catalan. Alors je l'avais Elon Musqué, si tu veux, en 2023, en mettant un X pour un peu rendre punchy le terme. Et là, l'opus 2024, ça sera CIS. Très bien, oui. Comme ça s'écrit en catalan. On ne peut pas barrer on peut pas supprimer tous les X du langage. Que je à cause de lui, mais tu vas pas l'appeler Musquic ou je sais pas quoi. Et alors pourquoi j'ai appelé ce vin Amix? Et là, je vais faire un petit clin d'œil. Tu me poses la question si mon fils me file un coup de main. Ma première vinif en 2023. Première vinif, premier raisin, c'est le Muscat Petit Rhin, c'est le plus précoce. Donc on est à la mi-août
Et là, mon fils débarque avec ses copains qui viennent un petit peu de worldwide, un peu de partout, et qui n'ont jamais fait les vendanges. Et ils ont 20 ans, c'est des fêtards bien sûr, ils sont jamais couchés. Et donc moi, le matin, c'est mon premier jour de vinif de ma vie. Hein. De vendange, non, mais de vendanger mes raisins pour les vinifier, oui. Et là, donc, faut les sortir du lit à 5h30, bon, soit à 6h, 6h15. On est, c'est pas évident, limite sodo. Hein. Et donc, j'arrive à embarquer toute cette jeunesse, là, ils sont 7 ou 8, à la vigne. Et je les briefe en arrivant, je dis, écoutez, moi, vous n'avez jamais fait les vendanges, moi, c'est de la sélection. Moi, je veux pas de quantité. Moi, vous me choisissez les grappes. On fera jamais du joli vin avec des mauvais raisins. On peut faire du mauvais vin avec des jolis raisins si on s'est planté sur sa vinif, mais je ferai jamais du bon vin avec des mauvais raisins. Et donc là, mais à pleurer de rire parce que tous, alors habillés, si tu veux, tu vois, le Ralph Lauren, un peu le col relevé, les baskets blancs pour certains. Et là, je les vois, ils commencent, tu vois, à tailler. Tu sais comment c'est les vendanges, voilà, il faut dropper. Et puis là, je vois, tu vois, ils coupent une grappe. Il la regarde, ils se mettent à deux à l'examiner, il m'appelle, Raph, celle-là tu penses qu'on va la mettre, on la prend pas, j'envoie un autre, tu vois, qui enlève un peu les grains qui étaient maqués, etc. Ce qui fait qu'au final, sélection parfaite, magnifique, grappe par grappe, j'allais dire. Mais la main d'œuvre était gratuite, c'était pas gênant. Ouais, c'était un coup de main. Et au bout d'un moment, pourquoi tu l'as dit, Jean? Mise à disposition, non, mais bénévole. C'était un coup de main d'une matinée. C'est ses collègues. Et voilà. Et donc au final, bon, je les ai un peu boostés parce qu'on n'avançait pas. Je voyais le soleil se lever, il commence à faire chaud. Mais ça fait des super jolis raisins. Et donc ça s'appelle Amix parce que c'est amis au pluriel, c'est les copains du fiston. Donc je réponds à ta question, oui, quand il peut, il vient me c'est très bien, ça me fait plaisir, ça. Ouais. J'aimerais même le connaître, mais bon, ça viendra un jour. Alors, là, on a parlé, parce que c'est vrai qu'on a tendance à déborder du temps théoriquement imparti à Vinoscopie, même si en fait il n'y a pas de temps imparti, donc on est tranquille quand même, n'est-ce pas? Enfin, bon. Donc là, on est à. Surtout qu'on a un peu de. Voilà, donc là. Moi, j'ai ma famille à la maison. Moi aussi. Moi aussi. Bon. Alors, l'ordre des choses, c'est que après avoir parlé du personnage, de son background, de son histoire, de sa réalité d'aujourd'hui, après avoir parlé de la vigne, on peut dire deux mots sur la cave parce que tu as repris le bâtiment d'une cave de quelqu'un qui nous était cher et qui a fait une vinoscopie, c'est Alain Castex. Deux mots sur la cave et après on parlera de la gamme de vin. Très bien. Enfin, la gamme, c'est pas un joli mot, hein, mais bon. Alors, sur la cave, peut-être que c'est utile de procéder. J'ai toujours un petit peu en tête d'évoquer aussi la problématique de la viticulture dans le département. Moi, quand je décide d'être vigneron, j'ai les vignes. Hein, globalement, comme j'ai indiqué, c'est pas difficile de trouver au prix que tu soulignais. C'est pas difficile de trouver des vignes dans le département. Là où c'est plus compliqué, c'est de trouver du bâti. Trouver un chai. Moi j'avais jeté mon dévolu sur une vieille grange dans mon village natal à Canoës, un vieux chai de 1900 à la sortie du village qui embêtait personne. Et je fastège, tu peux traduire. Tu fréquentes. J'essaye de rallier à ma cause les propriétaires qui ne souhaitaient pas vendre. Ah, d'accord. Entre-temps. Je croyais que tu fastageais avec une paillade. Non, fastager, j'essaie pas de charmer, ça serait exagéré, mais voilà, de séduire les propriétaires de ce chai, qui ne sont pas vendeurs, et qui ont la mauvaise idée de décéder d'ailleurs en cours de ce cycle. Ça le coup. Ouais, c'est pas sérieux. Et donc finalement, j'arrive à aligner tous les ayants droit sur ma proposition d'achat. J'avais vraiment mis tous mes espoirs sur ce bâti. Et je pense que c'est important de le souligner, non pas parce que par esprit revanchard, mais parce que ça souligne un peu une attitude de beaucoup de mairies. C'est qu'en fait la mairie a préempté ce chai pour quelques projets que ce soit, j'en sais rien. En tout cas, je vais rencontrer plusieurs fois le maire et ses équipes en indiquant que voilà, j'étais vigneron, je souhaitais m'installer, etc. Mais ils veulent pas des fluents. Mais ils veulent surtout pas de bruit et pas d'odeur. Pas de tracteur, pas d'odeur. Et voilà, puis un village où il y a plus du tout de vignerons, tu vois. Il n'y a pas d'agriculteurs. S'il y avait des agriculteurs, ce serait des vignerons. J'avais amené un petit peu tous ces arguments-là. Et les cornes. Rien n'y a fait. Donc là, je me retrouve le bec dans l'eau parce que j'ai mes vignes, j'ai les raisins qui commencent à grandir sur les ceps et je ne sais pas où vinifier.
Et là, je suis en panique, je passe des annonces partout, dans la revue locale, la grille, etc. Enfin, j'actionne le maximum de personnes que je connaissais dans le milieu du vin. Et on arrive, tu vas me confirmer, au mois de mai 2023, et j'apprends le décès d'Alain Castex. D'Alain Castex, un vigneron que tout le monde connaît bien. Non, oui, l'hommage c'était le 14 décembre, c'est pas ça. On a fait 2 en fait. Non, on a fait Alain. Ouais, non, je regarde si j'ai la date de sa mort, de son finoscopie, mais tu le sais, si tu l'as fait. Oui. Et donc, lorsque j'apprends ce décès, je ne le connaissais pas, Alain, ou très peu, enfin je l'avais rencontré une fois ou deux dans son chai à Fourques, je savais qu'il avait le chai à Fourques. Et j'arrive à obtenir les coordonnées puisqu'il louait en fait le hangar, le chai. Et j'ai obtenu les coordonnées du propriétaire en fait, et puis de Cécile, de sa fille. Et voilà, j'ai indiqué que j'étais dans la panade et que je souhaitais reprendre son chai. Et c'est pour ça que je voulais aussi en parler à Cécile, parce que voilà, c'était concomitant. Et puis Alain aurait cautionné ton installation parce que tu es en nature, c'est ce qui a que tu es un type dans la terre. J'avoue que j'avais quand même pas mal de réticence à, pardon d'utiliser ce terme, mais à profiter peut-être du départ de quelqu'un. Et voilà, et comme j'étais dans cette même logique dynamique, comme tu le soulignes, ça a effacé mes scrupules. Et donc je suis dans le chai d'Alain à Fourques. Ça c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Donc là, alors la gamme de vins que tu produis. Attends, parce que juste préciser que je suis parti ex nihilo, donc sans matériel, donc je me suis acheté toute la cuverie, pressoir, groupe froid, etc. Et donc à partir de là, je fais ma première vinif en 2023. Moi je partais du postulat des vieilles vignes, donc des jolis raisins, du super matériel, une hygiène irréprochable. Moi, tu rentres dans le chai, tu dois mettre des crocs, une charlotte, tu exagères à peine, mais je ne sais pas faire de vin et j'ai pas de background eno. Mais voilà, j'ai essayé de réunir tous ces éléments-là pour faire la première vinif, donc août et septembre 2023, avec une gamme resserrée, un blanc, le Diwan. Qu'on m'a montré. Oui. Là. Donc, qui est un grenache gris et grenache blanc majoritaire. Ouais. Et Diwan, c'est les écoles bretonnes. Ouais, alors Diwan, en fait, c'est plus compliqué. Diwan, c'est. D'abord, j'aimais la sonorité de ce nom et j'aimais un vin qui s'appelle le Divai, qui est de Léa Anglaise. Oui, ta prédécesseuse. Ah bon, ben voilà, elle a une cuvée et j'aimais bien la sonorité de ce nom, Divai et puis Diwan. Diwan, en fait, c'est un recueil de poèmes en arabe et moi, je me suis passionné pendant de nombreuses. Le divan, en fait. Alors, ça, c'est devenu le divan. En fait, moi, je me suis passionné pour l'arabe pendant de nombreuses années. J'ai pris des cours d'arabe, j'ai fait des stages, etc. Voilà, tu sais parler un peu? Ouais, non, ça serait prétentieux, mais ouais, j'ai fait quelques immersions. Tu bricoles 4 mots. Ouais, je bricolais parce que ça s'oublie vite. Et Gabarit Arabski. Ouais. À partir de, je pensais que c'était du russe à un moment. T'as vu, j'ai rien dit. Hein. Et à partir de là, Diwan, en fait, c'est devenu le divan. Le divan, en fait, c'était un registre administratif qui servait au sultan ottoman pour la perception des impôts. C'est pour ça qu'Haroun El Poussa est toujours dans un divan. Et donc, en fait, le divan a donné ce registre fiscal, a donné nom au mot divana, douane. On retrouve les contributions. Douane, ça vient de diwana, douane. Donc c'est un petit clin d'œil au 5. Après c'est passé par Dogana. Ouais, diwana, Dogana. L'ont pris des. C'était un petit clin d'œil ça je savais pas, c'est passionnant. Discret au 5 Parce que j'ai toujours pensé que douanier venait de Dogana. Mais Dogana vient de diwana. Et diwana vient de divan, qui est le bureau du trésor du sultan. Par ailleurs, c'est une nouvelle érotique de Diderot. Voilà, bon. Bien, alors. Je l'apprends. Et je termine avec quand même en breton, ça veut dire germer. C'est le nom des écoles. L'histoire de la terre. Et c'est le nom des écoles. Des écoles bretonnantes. C'est une accroche commerciale parce qu'ils ne boivent pas que de l'hydromel, les Bretons. Ça pourrait être une accroche commerciale. Alors, non, voilà, voilà pour du grenache gris, grenache blanc et une pointe qui n'est pas mentionnée parce que lorsqu'il y a 10% d'un cépage, jusqu'à 10%, on n'est pas obligé de le mentionner. Il y avait un mec que j'aimais beaucoup, de Potron Miné, qui s'appelait Paris Trouillas. Ah oui, c'était très bon. Et bien moi j'ai voulu faire le même, et donc j'ai rajouté, mais sur les conseils de Jean C, j'ai rajouté 10% de muscat petit grain pour la petite pointe florale. Oui, mais voilà, ça c'est ce que faisait aussi Alain, et c'est vraiment une... Certainement, voilà, c'est très le bien. petit... D'ailleurs, Jean C, il était vraiment...
Moi, j'aime Très beaucoup. proche J'aime d'Alain. beaucoup. Oui, 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 je sais, ouais. Alors, donc, très bien. Ok, pour ce vin-là, une gamme resserrée, donc un blanc, un vin de macération. Alors, J'en ai ensuite, j'en ai parle-en. parlé à Mix, j'ai dit pourquoi il Oui, s'appelait. mais J'ai dit que la- c'était la- la copie conforme les cépages. du Gibraltar de Marc Castan, Mamaruta Donc, à la Muscat. palme. Muscat petit grain 100%, une macération très très courte de 8 jours, 8 ou 9 jours. Et un élevage en barrique de 5 ou 6 mois. Des barriques qui avaient vu déjà une quinzaine de vins auparavant. Donc c'est un vin très très aromatique, bon c'est le muscat, il n'y a pas de secret. Très mangue, très litchi, et, Ouais. Et il a ceci de particulier, c'est un peu, puisque on doit parler de mes vins, c'est un peu ma ligne de conduite, c'est essayer de baisser un peu les degrés. Donc celui-là il est à 11 degrés, ce qui est quand même plutôt faible pour des muscats petits grains ici. Le Diwan est à 12 et on sera sur 13. Dans les vins de nature, de toute façon, dans on la est toujours mouvance, à peu près, dans cette mouvance, ça fonctionne comme ça. tout à fait. Bon, alors là, sur ces 3 vins, on est vraiment, j'ai une question embarrassante, parce que tu as un modèle économique, mais est-ce que tu arrives à garder des bouteilles pour qu'on sache dans 5 ans, dans 10 ans? Ouais, tu en mets combien? 120 de côté par cuvée? Peut-être pas autant. Peut-être pas autant parce que moi, 60, oui, Diwan, il a 1600 bouteilles. À MX, il y en a 1000. peux Et pas, là, ouais. donc je peux pas non plus mettre 10% de côté. 48, tu arrives? Ouais, je mets 4-5 cartons de. Très bien. Ouais, oui, impérativement. Très bien, Bien il sûr, faut le bien faire, sûr, ça, bien pour sûr, voir. Ah oui, ça, Surtout que maintenant, tu vas avoir un deuxième millésime. Donc avant de conclure, j'aimerais... Je vais juste préciser. Oui, quand même, vas-y, dis-le. Sur la gamme du VN3, comme je commence tard dans ce métier-là, j'ai voulu très rapidement faire des choses qui méritent vieillissement. Donc j'ai fait un vin muté, un muscat petit grain, un vin doux naturel que je laisse dans une barrique au fond. J'ai fait un vin rancio, Un ratio sec. un Sec, rancio il faut sec, toujours un ajouter rancio sec. sec, grenache gris, grenache Un blanc. futur, un futur. Un futur, mais je l'ai amené un petit échantillon qui n'est pas en bouteille, si jamais. Parce Mais qu'il quand commence- même, il a un an. il a un an et demi, il Oui, mais il rançonne un peu. n'y a pas douillage, donc déjà, Oui, il commence à il y a rançonner. eu de l'évaporation? Non, pas beaucoup, pas beaucoup. Bon, on va le goûter. Hein. Après. Ouais, j'ai une seule barrique. Et peut-être un peu plus rare, parce qu'il y a peu de vignerons je trouve, dans le département qui font ça. J'ai fait une distillation de 4 hectos de muscat petit grain sec pour faire une fine. Mais c'est toi qui l'as... Tu les as Non, où? j'ai apporté chez un distillateur, Nitos, nord de Perpignan. Je fais la pub parce que c'est un jeune, il fait des choses magiques. Il fait des jeans, il fait plein de distillations. Et il a un. Pardon? À Cléra Cléra. J'y vais Et samedi faire un reportage. tu fais le coucou de ma part. Et il a un super alambic, tu vois, il a le matos de ma boule. Et voilà. Donc j'ai fait cette fine que j'ai mis en Dame Jeanne, une partie, comme mes VDN. Rappelle ce que c'est une fine, parce qu'il y a les zones Une de fine, marque. une fine, c'est une distillation de vin, en Voilà. fait, de vin qui a fini. C'est comme de un vin cognac sec, ou un armagnac. De vin sec. Par c'est rapport aux eaux de vie de marque qui c'est sont un des cognac. grappes, quoi. C'est un cognac. C'est cognac, c'est un armagnac local. sauf que c'est pas c'est local. Voilà. Voilà. C'est quand on n'est pas dans le cognac. Donc tu as une armagnac, fine voilà. de muscat petit J'ai grain. une fine de muscat petit grain que j'ai en partie en Dame Jeanne, que j'ai neutralisée, et une partie qui est dans un vieux fût qui a contenu du Magnus pendant longtemps. Voilà, je voulais mettre Bon. très vite des vins. Très bien, on n'a pas J'ai parlé fait- du rouge. Non, mais le rancheux, il va sortir. Oui, mais là, il faut quand même parler de tous les vins. Donc le vin rouge, Le vin rouge, Comment le vin, tous les vins. le vin rouge. Non, il y en a 3. Le vin rouge, à contrario du vin blanc qui est en grappe entière, pressé directement en grappe entière. Je fais que des presses archi douces. Hein, je vire les premières presses. C'est égrappé, entièrement égrappé. C'est foulé au pied. C'est foulé. Et c'est une macération courte de 8 jours et un élevage sous bois de 5 mois. et c'est quoi comme bois? C'est du chêne, c'est des foudres? Non. Des barriques? C'est des barriques, des bourguignonnes de 228 litres qui sont de 2008, donc qui ont, Ah, très bien, qui ont, qui ouais, marquent qui ont plus. qui ont pris une quinzaine de vins, qui marquent plus du tout le bois. Et Que tu as acheté ou que tu as trouvé, que j'ai acheté, que tu as acheté ouais, que j'ai acheté, ouais, j'ai acheté en Bourgogne celle-ci. Et puis quoi de plus? Non, c'est un monocépage, c'est du grenache noir. Sur une Alors moi, je vais te très dire, il y a un truc, mais ça c'est peut-être l'élevage, c'est qu'il est sur la réduction, là, très fortement. Il n'est pas ouvert, mais ça va venir avec le temps. je C'est suppose. pour ça que je voulais l'ouvrir dès que je suis arrivé. Et on est quand même sur mise en bouteille en avril 2023. C'est des vins qui sont encore jeunes, enfin en tout cas pour les vins rouges. quoi. Bon, alors en plus, il y a cette sorte de curiosité. Alors j'ai l'habitude, parce que là, il faut quand même qu'on ne déborde pas trop. Si je prends l'habitude de rajouter 10 minutes chaque fois, bientôt ça va être des vinoscopies de 2 heures. Et notre auditorat va se plaindre. Donc on va essayer de serrer les Il boulons. n'y a pas d'auditeur, donc on s'en fout. Non, je plaisante.
Bon, il y en a quand même. Par exemple, tu as dit que tu avais vu des vinoscopies. Qu'est-ce que tu as vu de vinoscopies? J'ai vu Jean-Philippe Padier, Oui, Virginie. des récents. Des Bah, récents, plutôt d'accord. récents, Tu ouais. l'as vu, Castex? C'est tout Et ça, bien c'est- sûr, et Alain l'hommage à Castex. Pas l'hommage, j'ai vu le premier qui avait fait, Alain Castex. Alain Castex. Oui, voilà. L'hommage, c'est une autre personne, Voilà. il est mort. Ok. J'en ai vu 3 et Très bien, pas ouais, que ouais. les restants. Ben, il y a que, Et moi, je trouvais ça- Ah alors, non, mais c'est- si tu en as vu c'est- 3, Alain, c'est il y a 3 ans, et les deux autres, c'est il y a 3 ans à c'est il y peine. a 6 allez, mois. ok. Les deux autres, c'est il y a- et moi, je trouve dans ça les- très intéressant, et pas parce que vous êtes là, Nicolas et toi, mais c'est parce que pour quelqu'un qui est complètement étranger, qui débarque dans le département, moi, je connaissais très peu de vignerons. Je trouve que c'est super utile Il y a pas d'équivalent, il me semble, de en fait. découvrir le profil de En ces général, vignerons. je pose 2 questions, pas toujours, mais En assez, voyage au Mexique. assez souvent, je pose 2 questions qui viennent un peu clôturer ce voyage à l'intérieur de l'histoire de quelqu'un qui fait du vin. Parce que ça nous intéresse parce que tu fais du vin, hein. Bon, tu es fort sympathique. On n'a même pas eu le temps de parler du rancio sec, mais tu es très engagé, on l'a mentionné. Et tu nous as mentionné amené le fait qu'il y a- tu nous as amené une goutte qu'il y a un salon, quand de même, ton en futur fin de- rancio sec. Oui, bon, on aura l'occasion de le faire, mais on peut le dire d'ores et déjà. Il y a le salon Biranzi qui en est à sa 7e édition. Là, j'invente 7 parce que c'est entre 5 et 7. Donc, et c'est un salon qui a lieu tous les 2 ans depuis 2012 et qui s'appelait pas Biranzi dès 2012 et qui est consacré aux oxydatifs secs d'Europe, dont principalement les rancio secs du Roussillon. Tu es rentré au conseil d'administration il y a quelques mois ou semaines, mois, Non, en décembre, donc, c'était, non? pratiquement quand je suis arrivé, Voilà. c'était en fin 2022, mais soit, ouais. Ah non, mais tu es rentré à l'association, mais au conseil d'administration. Ah ouais, c'est plus récent. Là, Un c'était an, en à peu décembre. près, Hein. Ah bon, tu étais déjà Oui, l'année dernière? oui. Bon, je suis pas bon. Hein. C'est rien, Excuse-moi. pas de problème. Et donc, tu as nous amené le début de l'histoire d'un rancio Ouais. sec. Mais les 2 questions que je pose à la fin sont beaucoup plus philosophiques et prétentieuses. La première, c'est quelle est la phrase qui, d'après toi, te résume? Et puis la deuxième, je te la dirai après. Alors, ce sont des maximes. Je sais que c'est un peu pense, difficile, j'aurais pu te le dire un peu à non, l'avance. Je pense qui ne sait rien, de rien ne doute. Très bien, on a compris. Ça me plaît beaucoup. Ouais. Et l'autre, c'est quel est le message que tu aimerais laisser aux jeunes? Alors, entre nous, on peut dire que tu laisses un message aux jeunes. Hein. Ouais. Quand j'ai Léa Anglaise ok. qui a 30 ans, Oui, je ne lui ai pas ouais, posé c'est la même. question. Aux jeunes vignerons, bien sûr, qui souhaitent. Aux jeunes que tu veux, plutôt. Oh, Bonaparte, César, des Non gens, mais, quoi. non mais aux jeunes en général et aux jeunes vignerons en particulier, parce qu'en fait moi je ne pense pas vigneron nécessairement. Je dis aux jeunes générations, parce qu'en fait quand on est à un certain âge, on se pose la question qu'est-ce que je veux laisser comme héritage? Ah, j'ai Ou envie comme message. de leur dire, faut faire attention à ce genre de questions pas trop vieux colonisées, justement. Peut-être de regarder le ciel le matin quand il se lève et puis se dire qu'on a une chance exceptionnelle de vivre sur cette planète qui est bleue de loin et qui est verte et encore. Et ça serait bien qu'on s'applique à ce qu'elle le demeure et consommer le plus, pas le plus beau parce que ça fait commercial, mais le plus propre. Voilà. Bah, écoute Raphaël, tu vas faire exploser l'audimat avec cette dernière réponse. On te remercie d'être venu. On te remercie de nous avoir fait goûter ces vins. On espère que le domaine Arels, qui a une particularité en catalan, c'est qu'on peut dire Lazarels ou Elzarels. C'est un truc très particulier. La seule traduction que la gente C'est les racines en catalan, mais c'est un mot qui existe à la fois au féminin et au masculin. Tout à fait. Bon, donc merci beaucoup. Merci à toi, Jean. Et pour ces citations et pour le témoignage de cette nouvelle vie que tu commences Ben, merci à la de me moitié de ta redonner, vie, à 50 ans. cette Quoi. Paf, opportunité, comme hein. ça, le type, à 50 ans, il dit je vais commencer une deuxième vie. Moi, ça Merci fait mal aux beaucoup. articulations. Hein. Merci à vous. Allez, et bientôt, de nouveaux vignerons, on a plusieurs pistes, mais on vous dira le nom bientôt. Voilà, Merci c'est pour la l'accueil. surprise.